pollution des éoliennes et du PV, fantasme ou réalité. C'est vrai qu'on parle beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'impact, les impacts environnementaux de l'éolien et du PV. Donc tout n'est pas faux, tout n'est pas vrai, et justement je vais essayer de essayer de vous présenter un peu les différentes incidences d'un développement à très grande échelle de ces technologies. Donc au niveau du contexte, il faut savoir qu'on va compter beaucoup sur notamment l'éolien et le solaire pour effectuer la transition écologique, énergétique. Donc, pour substituer notamment du renouvelable aux énergies fossiles, mais également au nucléaire en France. Donc, au niveau des objectifs européens, l'Union européenne s'est engagée à ce que 32% de sa consommation d'énergie finale soit d'origine renouvelable d'ici 2030. Et pour vous donner un ordre d'idée, en 2016, on était à 17%. Donc il y a encore 15% à faire d'ici 2030. Et donc l'énergie finale, c'est tout ce qui est électricité, chaleur, consommation d'énergie finale, chaleur dans les réseaux, et également tout ce qui est consommation d'énergie renouvelable dans les transports, notamment les biocarburants, ou par exemple pour les véhicules électriques qui consomment en proportion une certaine part d'énergie renouvelable, c'est également inclus dans ces objectifs. Donc actuellement, dans l'Union européenne, on a 17% d'énergie renouvelable dans l'énergie finale, et au niveau de l'électricité, on est à près de 30%. Donc il y a pratiquement un électron sur 3 actuellement en électricité qui est déjà produit à partir d'énergie renouvelable en Europe. Évidemment, ça évolue beaucoup selon les pays. Pour la France, c'est un hasard. On s'est également engagé à produire 32% de notre énergie à partir de 2030. Et on s'est également engagé à produire 40% de notre électricité avec des énergies renouvelables. Et par contre, là, la marge de progression est beaucoup plus importante parce qu'actuellement, on n'est qu'à 16% dans l'énergie finale. L'énergie finale, c'est l'électricité, chaleur, transport, et une part d'énergie renouvelable dans la production d'électricité de 19,2%. Voilà. Au niveau de la transition énergétique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est prévu que l'éolien et le solaire représentent une part de plus en plus importante au niveau du mix mondial. Là, c'est un graphique qui vous montre le mix, les estimations de Bloomberg New Energy Finance et de l'Agence internationale de l'énergie qui ont fait des études prospectives pour savoir quelle sera la part des énergies d'ici 2050. Donc vous voyez, selon ces projections, le renouvelable devrait représenter à peu près 64% de la production d'électricité d'ici 2050, contre 29% pour les énergies fossiles. Ce graphique, c'est juste pour vous montrer que dans les prochaines années et prochaines décennies, il va s'installer énormément d'énergie renouvelable, énormément de parcs éoliens, il va y avoir énormément de parcs photovoltaïques. C'est une transition qui est mondiale, donc dans toutes les régions du monde, on installe énormément d'énergie renouvelable, donc en Chine, etc., dans toutes les régions du monde, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Donc c'est vraiment une tendance de fond. Donc, de l'éolien et du solaire, vous allez encore entendre parler pendant pas mal de temps. Là c'est un graphique qui vous montre également le fameux scénario de l'ADEME qui a fait beaucoup de polémiques en France, parce que pour la première fois, on a osé expliquer aux gens qu'un mix 100% électricité renouvelable, c'était possible. C'est techniquement possible. Techniquement et économiquement possible. Alors qu'avant, quand on écoutait les médias ou les médias mainstream, on disait que oui, le renouvelable, c'est pas possible, c'est intermittent, ça ne peut pas se substituer aux énergies fossiles, ça ne peut pas se substituer aux énergies nucléaires. Et donc, en fait, tout ça, c'est absolument pas vrai. Donc, il y a des scénarios très sérieux qui existent et qui démontrent qu'on peut passer à un mix électricité. Là, on parle d'électricité, on ne parle pas d'énergie. Il y a d'autres scénarios qui parlent de 100% énergie. Là, on parle d'électricité. C'est important, dès le départ, de faire la distinction entre électricité et énergie.
L'électricité, c'est qu'une partie de l'énergie. C'est à peu près 15% en France de l'énergie finale. Donc là, l'éolien MPV, on est plus sur la partie électricité. Donc voilà. Donc ça vous montre les niveaux de puissance qu'il faut atteindre pour atteindre un mix 100% électricité renouvelable en France. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez bien les unités de mesure, on est à 73 000, 74 000 mégawatts d'éolien terrestre, nouvelle génération, 23 000 mégawatts d'ancienne génération, 10 000 mégawatts d'éolien en mer, 25 000 mégawatts, etc. Je vous laisse, je ne vais pas vous faire la litanie des différentes filières. Déjà, le tableau est intéressant parce que ça vous montre quelles sont les filières qui permettent de produire du courant électrique, en fait, renouvelable. Donc vous avez l'éolien, le PV, les centrales à concentration, l'hydraulique, il y a différentes hydrauliques, la géothermie, la cogénération biomasse, méthanisation, cogénération de bois, les déchets, les unités d'incinération d'ordures ménagères et les unités marémotrices, comme là. Donc vous voyez, au niveau du panel, là je vais me focaliser uniquement sur l'éolien et le PV parce que c'est eux qui représentent l'essentiel du mix. Mais dans le mix, vous avez également l'hydraulique, pas l'hydraulique, ça représente quand même la part la plus importante des énergies renouvelables pour la production d'électricité. Mais vous avez également la cogénération biomasse, la géothermie et l'incinération des ordures ménagères qui participent également au mix renouvelable. Donc il y a deux parties. Donc pour vous montrer les impacts environnementaux de l'éolien, je vais faire référence à une autre étude de l'ADEME, l'ADEME qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, une agence officielle, qui a fait une étude assez poussée. Enfin, elle n'a pas fait elle-même, mais elle a payé un bureau d'études pour faire l'étude. Et je vais prendre comme référence les données en fait, qui résultent de cette étude. Voilà, l'idée de l'étude, c'est de fournir des données précises sur les impacts environnementaux de la production éolienne, avec à la fois la spécificité du parc français installé sur terre et sur mer, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est un peu technique, mais c'est pour expliquer le cadre de l'étude. Donc, le principe, c'est l'analyse du cycle de vie d'une éolienne. Donc, vous avez différentes étapes du cycle de vie. Fabrication des composants du système, l'installation, l'utilisation, la maintenance et la désinstallation. Donc, avec tout le cursus des différentes étapes, matières premières, les fournisseurs de transport. Donc tout ça est pris en compte dans l'étude. Assez vite. Donc, par exemple, premier élément de l'étude, c'est les émissions des CO2. Donc là, pas une surprise, je pense. Pour l'éolien terrestre comme pour l'éolien en mer, les énergies renouvelables produisent finalement très peu d'émissions de CO2 au kilowattheure. Vous voyez, on est à peu près à 12,7, 14,8 pour l'éolien, comparé à un mix français qui est à 87. On est très loin, dans le bon sens du terme, du gaz naturel qui est à 469. Du mix européen qui est à 487, etc. Donc, développer les énergies renouvelables, ça va avoir un impact considérable par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Je vous laisse les sources, à chaque fois, tous les graphiques sont sourcés, donc au niveau des sources, voilà. Donc ça, l'éolien, et on parlera également après du photovoltaïque, on est très bas par rapport aux autres filières de production d'électricité, notamment par rapport au mix français ou au mix européen. Un autre élément qui est intéressant, c'est le temps de retour énergétique. C'est-à-dire que le temps de retour, les définitions sont indiquées, ça permet de déterminer en combien de temps l'éolienne produit la quantité d'énergie qu'elle a consommée au cours de son cycle de vie. C'est-à-dire que l'éolien, en fait, il faut d'abord construire l'éolienne, l'installer, etc. Donc ça demande déjà de l'énergie, un investissement énergétique au départ. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est durant sa durée de vie, combien de fois elle va, en captant les énergies renouvelables dans l'environnement, pour combien de fois elle va pouvoir rentabiliser
l'énergie qu'elle a eu besoin pour sa construction. Donc vous voyez, le temps de retour c'est 12 mois, donc c'est 1 an. Il faut 1 an à la machine pour rentabiliser son niveau de production énergétique, et on est un peu plus longtemps pour l'éolien en mer, 14 mois. Le facteur de récolte, c'est durant la durée de vie de la machine, combien de fois la turbine a produit la quantité d'énergie qu'elle a consommée au cours de son cycle de vie. Donc l'éolien, donc on est à 19 fois pour l'éolien terrestre, d'après l'étude, et il y a 17 fois pour l'éolien en mer. Au niveau donc les impacts environnementaux, il n'y a pas seulement que le CO2, il y a ça impacte également sur d'autres critères, notamment la consommation d'eau, l'utilisation des sols et l'acidification. Donc l'acidification, j'ai repris une définition, c'est l'acidité d'un sol se définit par son potentiel hydrogène, donc le pH. Et donc, à partir d'un certain seuil, le sol est trop acide pour la plupart des plantes cultivées, donc il limite l'activité biologique. Et donc, l'acidification, c'est une chose qui est une externalité négative par rapport à l'environnement. Donc, on voit bien que la filière éolienne, au niveau de l'acidification, on est très très faible par rapport au mix France et au mix européen. Donc, c'est une des filières qui impacte le moins au niveau de l'acidification des sols. Pareil, au niveau de l'utilisation des sols, c'est un peu plus élevé, mais le commentaire, c'est que c'est la durée en fait, de fonctionnement de la machine, ça va, disons, priver l'environnement pendant un certain nombre d'années de pouvoir cultiver autre chose à la place de l'éolienne. Donc c'est un peu plus important. Au niveau de la consommation d'eau, il y a très très peu de consommation d'eau d'énergie éolienne, surtout une consommation d'eau au niveau de la fabrication, quand on fabrique les machines. Donc, voilà. Également au niveau de l'utilisation des sols, il faut savoir qu'on peut planter, vous voyez, le long des autoroutes, on plante des éoliennes au milieu des champs, ça n'empêche pas les fermiers de planter autour des éoliennes et de produire ce qu'ils ont à produire, ou bien de faire paître les animaux. Ça, c'est la même chose en fait pour l'éolien en mer, donc les données sont comparables, je vais aller assez vite. Donc c'est un peu plus, l'indicateur d'acidification est un peu plus important à cause de la combustion de carburant des navires utilisés pour la maintenance des éoliennes, mais on est toujours avec des niveaux beaucoup plus faibles qu'au niveau du mix français et du mix européen. Consommation d'eau, pareil, presque rien. Alors, premier élément intéressant, là je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on allait devoir développer l'énergie éolienne à grande échelle pour pouvoir remplir les objectifs de la France au niveau par rapport à la PPE par exemple, ou au plan national énergie renouvelable, ou bien les engagements français par rapport à la directive européenne. Et forcément, installer beaucoup d'éoliennes, ça va demander des quantités assez importantes de béton pour les fondations. Donc au niveau de la ça, c'est pour vous donner quelques ordres de grandeur. Donc une éolienne de 2 ou 3 MW, 300 tonnes, on va dire, une éolienne, ça utilise environ 1000 tonnes de béton. Donc pour une machine de, on va dire, 3 MW, c'est 1000 tonnes de béton. C'est pour vous donner un ordre de grandeur, pour savoir combien de tonnes de béton il faut pour faire une machine. Donc j'ai fait un petit calcul de point de table rapide. En France, la production annuelle de béton, c'est 19 millions de tonnes de béton par an. Je pense que c'est consommation. J'ai mis produit, mais on utilise, on va dire, 19 millions de tonnes de béton par an. Les objectifs de la PPE pour l'éolien, c'est 26 000 MW. Actuellement, on est un peu moins de 13 500 MW, donc il nous reste 12 500 MW à installer en 6 ans. Donc il nous reste 6 256 machines de 2 MW pour pouvoir être dans les clous de la PPE. Et donc ça veut dire que ça correspond, si vous voulez, à une production d'environ 1 million de tonnes par an, une consommation d'1 million de tonnes par an de béton. Pour calculer ça, j'ai utilisé les ratios de la slide. Pardon.
de la slide précédente. 300 tonnes pour une éolienne, 1000 tonnes de béton pour une éolienne, il suffit de faire une règle de 3 et on obtient ça. Donc, on va utiliser chaque année, 5% de la production annuelle de béton français va être consacrée à l'éolien. Donc, ça peut paraître important, mais il faut savoir que 95% des autres usages sont les centres commerciaux, les parkings, les routes, les bâtiments. Enfin, donc, c'est pour vous donner l'ordre de grandeur par rapport au béton, aux fondations. Voilà. C'est un autre sujet qui avait déjà été abordé, que j'ai rajouté, qui avait été abordé dans une précédente conférence de la Grande Marche par Caroline Amiel. C'est concernant la pollution de l'éolien offshore par rapport aux anodes sacrificielles. Donc, en fait, pour éviter que les fondations des éoliennes rouillent, il y a différents systèmes qui permettent justement, à la place que ce soit les fondations, on utilise soit une protection par anode sacrificielle, ou soit une protection par anode par courant imposé. Donc c'est pas uniquement, on n'utilise pas uniquement ces modes de protection des métaux qui sont en milieu marin pour l'éolien, c'est également très largement utilisé dans les ports, notamment pour protéger les coques de bateaux, les structures métalliques portuaires ou encore les fondations, etc., pétrolières, gazières. Donc, dès lors qu'on veut développer de l'éolien en mer, on a besoin de protéger les éoliennes qui sont faites en métal avec ce type de protection. Donc, la protection qui a fait un peu polémique, je ne sais pas si vous avez suivi le sujet dans la presse, c'est un argument des pro-nucléaires qu'on utilisait contre le développement de l'éolien offshore, c'est que pour protéger, quand on installe des éoliennes offshore, il y a un système d'anode sacrificielle qui conduit à diluer en fait du métal dans l'eau. Donc c'est pour ça que je vous ai donné un petit ordre de grandeur. Je vous laisse lire la définition pour m'écouter. Par exemple, le parc éolien de Courseulles-sur-Mer, donc c'est un parc éolien assez important qui est prévu d'être construit, pas loin d'ici, dans la région. Donc c'est un parc éolien situé à 10 km des côtes, on est à 75 éoliennes, donc c'est un parc assez important. Puissance 450 MW et qui est sur une superficie assez grande de 50 km². Donc on a prévu pour protéger les fondations de ces éoliennes des anodes sacrificielles. Donc elles sont composées sur ce parc de 95% d'aluminium, 5% de zinc et d'autres éléments métalliques. Et donc par fondation, c'est 15 tonnes, donc c'est 15 tonnes de métal qui sera adossé à l'éolienne, avec une durée de vie prévue des machines de 25 ans, avec une masse résiduelle de la masse de métal en fait, qui protège l'éolienne de 15%. C'est-à-dire que ça va se réduire comme peau de chagrin au bout de 25 ans. Et donc ça correspond à un transfert d'aluminium dans l'eau d'environ 100 kg par jour pendant 25 ans. 100 kg par jour, c'est pour les 75 éoliennes avec une superficie de 50 km². C'est le tout ou il faut multiplier par 75? Non, c'est ce que je viens de vous redire. C'est pour le parc complet. Donc pour le parc complet, vous avez, donc c'est un impact, parce que de l'aluminium, dilué de l'aluminium dans l'eau, c'est pas... voilà. Mais après, tout est relatif. Hein. Par rapport au volume d'eau, évidemment, tout est relatif. La pollution est quand même... elle n'est pas très... Il n'y a pas de problème d'écotoxicité par rapport aux poissons, etc. Vu les niveaux. Ce que je viens de vous dire, c'est ce que Karine Amiel, qui était sur la marche, qui était déléguée régionale, je crois, de Normandie, qui a fait des études, vous expliquez qu'ils avaient fait des études précises sur le sujet, et que ce que je vous explique, c'était les constats qui ont été faits. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que oui, quand on fait de l'éolien offshore, il y a une pollution liée à l'utilisation d'anodes sacrificielles.
Il y a une autre solution qui est beaucoup moins polluante, qui est plus chère, mais qui existe et qui a été choisie sur d'autres parcs. Donc ce n'est pas une obligation en fait, d'utiliser ce type de protection cathodique. Il y a également des protections par anode, par courant imposé. Alors je ne suis pas technicien, là ça commence à être un peu moi je suis économiste, donc au niveau technique je ne vais pas bien savoir vous expliquer comment ça s'utilise. Mais par exemple, avec ce système qui a été choisi justement pour le parc éolien en mer des îles Dieu et de Noirmoutier, ils ont fait le choix d'un système de protection des fondations par courant imposé pour éviter justement le rejet de métaux dans l'environnement. Donc il y a également d'autres possibilités. Si vous voulez, d'un point de vue industriel de pollution, la première solution, je pense que c'est la solution la plus simple et la plus économique. Mais il y a également, si au niveau des populations locales, etc., il y a des oppositions, ou bien ils préfèrent avoir un impact moindre sur l'environnement, il y a également ce système qui est cette fois de protection par anode par courant imposé. Après, il faut que j'aille vite, parce que au niveau de le problème également, c'est au niveau de la rareté. Il y a eu beaucoup de polémiques sur la rareté des métaux. Si on développe les énergies renouvelables ou l'éolien à très grande échelle, grosso modo, on n'aura pas assez de métaux pour pouvoir passer sur des mix très importants renouvelables, 100% ou bien 50% d'ici 2040 ou 2050. Voilà. Donc, excusez-moi de vous interrompre. Oui, bien sûr. Avant de passer aux éoliennes, oui. Je voudrais juste vous poser une question sur ce que vous venez de traiter. Oui. Vous parlez des éoliennes en mer, mais qui sont donc à l'extérieur, si j'ose dire. Oui. Mais vous ne parlez pas des systèmes hydrauliques immergés. Il y a une entreprise française qui a récemment fait la une de la presse, parce qu'elle a fait faillite alors qu'elle était leader dans le domaine, et qui avait trouvé un système de production d'énergie électrique immergé grâce notamment aux marées, etc. Oui, donc oui, malheureusement c'est EDF qui a jeté l'éponge, alors que c'était EDF qui était à l'initiative du projet. Ils avaient fait une grande campagne médiatique, je me souviens d'il y a un peu moins de 10 ans, en disant que EDF allait investir dans les hydroliennes. Oui, il y a eu des problèmes techniques par rapport... il y a eu quelques petits problèmes techniques mais qui n'étaient pas insurmontables. Et on s'est... pour moi c'est un petit scandale, hein, mais c'est un choix... politique. Oui, également, parce que bon là on sort un peu de la conférence. Je vous donne ma propre impression par rapport à ça. On veut faire croire aux maires qu'on va faire de l'énergie renouvelable sans aucun impact visuel, etc. Donc la région, la Bretagne a beaucoup investi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on voulait, grosso modo, l'hydrolien, c'est faire de l'énergie éolienne sans impact visuel. Donc c'était un peu l'intérêt. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus cher au niveau des coûts de production, et d'autant plus cher que le marché est relativement limité au niveau mondial, donc très peu de perspectives d'exportation de ce type de machines au niveau mondial, et également les perspectives se sont encore plus raréfiées parce que le coût du kilowattheure de l'éolien maritime et terrestre est en chute libre. Et donc l'hydrolien économiquement n'a pas sa place. Si le coût du kilowattheure éolien terrestre posé ou flottant n'était pas parvenu à diminuer, peut-être que la technologie aurait eu sa chance. Dans ce cas-là, c'est le système d'appel d'offres. Hein, on dit qu'en France, il y aura autant de mégawatts d'hydrolien posé, etc., pour essayer de diminuer les coûts. Mais là, la course était un peu, je pense, bon, c'est un avis personnel, mais les gens qui défendent l'hydrolien d'un point de vue purement économique, on peut expliquer pourquoi ils ont arrêté la production de l'hydrolien. C'est dommage parce que tout n'est pas économique. On pourrait très bien quand même considérer que même si c'est un peu plus cher que dans le mix électrique, mettre 5% d'hydrolien, pourquoi pas. C'est pas 100%, donc ça fait un surcoût, mais au moins ça participe au mix. Donc voilà, c'est EDF a jeté l'éponge. La région Bretagne et les maires sont très en colère, mais c'est...
Donc au niveau, on parle beaucoup de l'éolien offshore parce que les métaux rares, en fait, ça touche un type d'éolienne offshore, donc qui utilise du néodyme et dysprosine. Donc ça c'est vrai. Dans les aimants des éoliennes offshore, on utilise des métaux rares, donc ça c'est un point important à signaler. Également des autres métaux, on utilise beaucoup de cuivre et d'argent dans ces machines, donc comme beaucoup d'autres technologies. L'avantage, c'est que c'est entièrement recyclable. Au niveau des réserves, actuellement, les réserves de cuivre, c'est 100 millions de tonnes au niveau mondial. On a une consommation annuelle de 16 millions de tonnes, donc au rythme de consommation actuel, les réserves de cuivre sont de l'ordre de 40 ans. C'est pas si énorme que ça, en fait. Donc, grosso modo, on a des solutions pour changer de mix, mais sur le très très long terme, il va falloir trouver d'autres solutions. Pareil, les réserves d'argent, actuellement prouvées, c'est 500 000 tonnes, consommation annuelle 20 000 tonnes par an, et donc 25 ans. Ça, c'est pas pour les énergies renouvelables, c'est la consommation mondiale de cuivre. Donc c'est pour vous donner une idée, en fait, des problèmes de raréfaction des métaux. Bon, voilà. Au niveau des terres rares type néodyme, ce sont des terres rares, mais finalement, par rapport aux réserves et par rapport au potentiel de développement du renouvelable, on a quand même pas mal, on peut quand même aller assez loin au niveau installation. Donc là, c'est une étude qui a été faite par Ecofis. Ecofis, c'est un bureau d'études néerlandais. Sur un scénario de 5% de l'électricité mondiale à partir d'éoliennes offshore, la consommation de néodyme par rapport aux réserves, elle est marginale. Donc, ce qui est intéressant par rapport aux terres rares, la conclusion, c'est qu'elles soient terrestres ou offshore, pour les prochaines dizaines d'années, on n'aura aucun problème de pénurie pour construire des machines. Voilà. Ça, c'est une citation de Jean-François Carenco, qui est président de la Commission de régulation de l'énergie. Donc, c'est des gens très très sérieux, qui réexplique ce que je viens de vous dire au niveau des problèmes liés, soi-disant, on ne peut pas faire de renouvelables parce que ça utilise des terres rares. En fait, c'est une affirmation qui est complètement fausse, qui est véhiculée par le lobby, souvent par le lobby pro-nucléaire. On change. Évidemment, je n'ai pas tout traité les impacts environnementaux de l'éolien, sinon ça ne cadre pas dans la conférence. J'aurais pu parler également de l'impact sur les oiseaux, par exemple. Il y a une étude très intéressante qui a été faite par la LPO, qui a mesuré l'impact de l'éolien sur la mortalité des oiseaux. Elle est plutôt assez positive, tout est relatif évidemment, plutôt assez positive par rapport à l'éolien. Il y a eu beaucoup d'impact au départ quand les éoliennes étaient assez peu puissantes, quand elles faisaient à peu près 750 kg à mégawatt, où là on avait quelques problèmes notamment avec les chauves-souris. Mais avec les nouvelles machines qui sont beaucoup plus hautes, qui sont beaucoup plus grandes, on a beaucoup moins d'impact. De mémoire, je vous conseille la lecture de l'étude de la LPO qui est extrêmement bien faite avec des comptages au pied des éoliennes, etc. De mémoire, le taux de mortalité, on est évidemment avec des grandes différences selon l'implantation des parcs, on est environ à 1,5-2 oiseaux tués par an par éolienne. Donc, comparé à un siamois, je ne sais pas ce que... Voilà, c'est à peu près l'ordre d'idée. Mais là, je survole vraiment. Donc, les études existent, si ça vous intéresse au sujet. Vous allez sur le site de la LPO. Et, là, j'enchaîne rapidement, parce que le temps, je vais dépasser. C'est sur les impacts du PV. Alors, le PV, c'est un peu différent de l'éolien, parce que l'essentiel, en fait, du coût environnemental, ce n'est pas au niveau de la production d'électricité, c'est au niveau de la fabrication des panneaux.
Donc tout est concentré au niveau de la fabrication des panneaux. Parce qu'après, pour produire du courant électrique avec du photovoltaïque, c'est simplement les propriétés des semi-conducteurs. Quand vous avez un photon qui rencontre du silicium, ça induit un courant électrique, et ça va le faire pendant 35, 40 ans, etc., sans aucune consommation de matière. En fait. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est la rouille de la plaque arrière. Et dans ce cas-là, plus vous avez une plaque arrière épaisse, moins vous avez de problème de... Donc voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc l'essentiel de l'impact, c'est au niveau de la fabrication des modules, qui pareil, nécessite une certaine consommation d'énergie, ainsi que l'utilisation de produits chimiques toxiques qui sont utilisés dans l'industrie électronique. En fait, l'industrie de l'électronique et le photovoltaïque, c'est extrêmement proche. D'abord, au départ, c'était les Japonais qui étaient leaders au niveau du photovoltaïque. Et c'était les grandes entreprises comme Sanyo, comme Mitsubishi qui produisaient les panneaux. Donc les passerelles sont très proches avec l'industrie électronique. Donc voilà, je relis avec vous. Oui, c'est ce que je disais, c'est un peu une slide qui répète un peu. Donc une grande partie de la consommation d'énergie lors de la production du panneau, notamment du silicium cristallin, parce que ce sont des cristaux qu'on produit de manière industrielle et qui nécessitent beaucoup d'énergie. Au niveau de l'empreinte carbone, il y a beaucoup... Alors, ça devient un peu compliqué parce que vous avez beaucoup d'études en fait, qui essayent de mesurer l'analyse du cycle de vie. Donc il y a un travail qui a été fait par les Américains qui ont essayé de recenser toutes les études pour donner grosso modo une moyenne. Donc on est au niveau des émissions de CO2 à 44 kWh, à 44 grammes de CO2 par équivalent kilowattheure. C'est à peu près les mêmes chiffres qui vous ont été présentés dans la slide précédente, mais avec une source différente. Il me semble que c'était 38-44. Au niveau de l'utilisation, on n'utilise absolument pas de métaux rares pour produire des panneaux photovoltaïques. C'est essentiellement du silicium, pour les technologies silicium. Le silicium, c'est du sable, un silice. Également de l'aluminium pour le cadre. Et aussi, comme pour l'éolien, pas mal de cuivre pour le câblage et l'argent pour les soudures. Sinon, à part ça, aucun métal n'est employé. Donc, oui, je vais passer cette slide, pas trop intéressante. Là, donc, ça vous montre les différentes étapes de fabrication d'un panneau. Donc, d'abord le raffinage, donc c'est un procédé industriel. Hein. Raffinage du silicium, ensuite cristallisation du silicium et mise en forme des plaques, fabrication des cellules et assemblage des modules. Donc c'est quand même un processus industriel, donc évidemment vous avez des externalités. Ça, c'est un tableau synthétique que j'ai trouvé sur le site d'Espul, qui est une association qui informe beaucoup sur tout ce qui est photovoltaïque. Donc c'est les différents éléments dont on a besoin pour produire par rapport aux différentes étapes d'un panneau photovoltaïque. Donc d'abord le silicium, que ce soit polycristallin ou monocristallin, les plaques, les cellules et les modules. Donc à chaque fois vous avez la consommation d'eau, la quantité de produits chimiques, produits chlorés, donc voilà. Je vais passer. Au niveau du temps de retour énergétique, pareil pour l'éolien. Je rappelle, le temps de retour, c'est le ratio entre l'énergie totale consommée pour sa fabrication, son transport, son installation et son recyclage et l'énergie produite annuellement. Donc le temps de retour pour le solaire, c'est en très forte diminution grâce au progrès technologique. On est de l'ordre de 1 à 2 ans pour le silicium et moins d'1 an pour les couches minces. Les couches minces, c'est une autre technologie de photovoltaïque où là, on n'utilise pas du silicium mais d'autres matières comme le gallium, le tellurure de cadmium,
qui ont des effets un peu plus négatifs par rapport à l'environnement. Mais 95% du marché, c'est du silicium. J'ai bientôt fini. Donc, à retenir, le temps de retour énergétique de moyenne lors de 2 ans pour la production d'un panneau, et le système va rembourser 15 fois sa dette énergétique pour une durée de vie de 30 ans, et 20 fois si les panneaux ont une durée de vie de 40 ans. Techniquement, ça ne pose aucun problème de faire des panneaux photovoltaïques qui durent 40 ans. Il faut juste augmenter l'épaisseur de la plaque arrière pour éviter les problèmes de rouille. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas, on s'arrête à 30 ans parce que la technologie évolue continuellement, et donc les nouveaux panneaux sont plus puissants, produisent beaucoup plus, utilisent beaucoup plus, sont capables d'utiliser davantage le spectre lumineux, et donc avec des taux d'efficacité plus intéressants. Là, ça vous montre tous les progrès technologiques en fait, qui ont été faits ces dernières années par rapport justement pour diminuer les temps de retour. Donc, on est passé de 2,7 en 2007 à 1,66 en 2016. Donc, vous voyez que au niveau technologique, on est de plus en plus performant et on produit de mieux en mieux les panneaux. Et on a besoin de moins en moins d'énergie pour produire le même panneau. Dernier point, c'est le recyclage des panneaux photovoltaïques. Il faut savoir que, donc évidemment, tout ça c'est encadré par les directives européennes. Actuellement, le taux de recyclage, donc là ce sont les chiffres français, la source c'est PV6, c'est l'organisme qui s'occupe du recyclage des panneaux en France. On recycle 94% d'un panneau photovoltaïque. Recyclé, c'est-à-dire il n'y a que 5-6% qui ne sont pas recyclables. Donc le verre, qui est parfaitement recyclable, l'aluminium, le plastique, silicium, cuivre. Donc voilà, également un graphique, c'est pour mieux que donc le verre, 75% de la composition du panneau, donc là il suffit de refondre. L'aluminium est recyclable à l'infini, comme le cuivre, qui peut être réutilisé pas mal de fois. Les siliciums, pareil, on peut également recycler le silicium, et le même panneau la même matière silicium est recyclable jusqu'à 4 fois. Et les plastiques, pareil, ça peut être transformé en granulés pour produire de l'énergie. Ça, c'est un slide qui explique comment on recycle les panneaux. Séparation mécanique. Voilà, donc traitement thermique pour récupérer, éliminer les polymères en capture brûlant. Enfin, c'est un peu technique. Je vous laisse quelques secondes. Voilà. Et là, dernière slide, c'est une usine flambant neuve qui a été installée dans le sud de la France, à Roussé, dans les Bouches-du-Rhône. C'est la première chaîne de traitement des panneaux solaires inaugurée, construite en France. Et donc là, vous avez une photo qui vous montre les broyeurs des panneaux. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la quasi-totalité d'un panneau photovoltaïque, c'est recyclé. On réutilise, et une bonne partie est recyclable par l'infini, mais presque. Voilà, j'ai terminé.